Bien, bonjour à tous. Je voulais faire une intervention effectivement un peu différente de ce que j'ai fait précédemment, parce que c'est vrai que j'ai déjà présenté aux Journées d'études vosgiennes de Neuchâtel le développement de l'industrie du meuble dans toute la partie ouest des Vosges. Et j'avais poursuivi mes études sur Saint-Loup, sur Semouse. J'ai présenté ça aux Journées aussi transvosgiennes, donc il y a quelque temps aussi. Donc je me suis dit, je ne vais pas reprendre cette étude, et donc je vais aborder sous un angle différent le développement de cette industrie à Liffol-le-Grand, en finalement faisant une pratique d'historien, très modestement, qui est de partir d'une entreprise, donc de faire une monographie d'entreprise, pour ensuite en tirer un certain nombre de caractéristiques en ce qui concerne le développement industriel. Alors quand on fait une monographie d'entreprise, on essaye bien sûr de reconstituer l'histoire de l'entreprise, mais on axe aussi la réflexion sur les stratégies qui ont été employées par cette entreprise pour se développer. Puisque ici la problématique est simple, c'est pourquoi la manufacture Henriot existe toujours, sachant qu'elle a été fondée en 1867 et que donc il y a eu un certain nombre d'étapes et de décisions aussi qui ont été prises par ces entrepreneurs pour la faire vivre et continuer à la faire évoluer jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Alors, oula. Pardon. Alors, cette histoire donc commence en 1867, donc avec cette famille Henriot. Alors, le premier acteur, c'est Clément Henriot, mais la famille Henriot n'est pas originaire de Liffol-le-Grand, hein, elle est originaire de Mâconcourt, donc une petite localité de la Haute-Marne, à peu près à 40 km de Liffol. C'est une famille de vignerons. Et donc Clément Henriot, lui, va partir de Mâconcourt pour aller s'installer à Liffol. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi notre Clément s'en va de Mâconcourt pour Liffol. Alors en fait, il ne travaille plus dans la vigne, mais c'est un négociant fabricant de chandelles. Et donc il va s'installer à Liffol, ce qui semble assez logique, disons, parce que c'est déjà une petite cité beaucoup plus dynamique que Mâconcourt. Mâconcourt, c'est vraiment un village très, très rural. Et en 1850, quand Clément donc, arrive, lui, en 1847, il y a déjà 120 fabricants et artisans à Liffol-le-Grand. Il y a déjà 3 fabricants de chaises fines. Alors, chaises fines, je ne sais pas trop ce qu'on veut dire par ce terme-là, mais en tout cas, il y a déjà ce travail de la chaise qui commence, donc on est bien dans la chronologie que M. Vogler nous a présenté, à la fin des années 1840 et les années 1850. Alors c'est en quelque sorte le membre pionnier de la famille, hein, avec ces micro-mobilités qu'on connaît bien au XIXe siècle, hein, de ces petits négociants fabricants qui finalement partent de leur village, mais sur des distances relativement limitées, pour se lancer dans une fabrique nouvelle ou dans un négoce nouveau, avec parfois des mutations successives. Mais son orientation dans la chaise est relativement tardive, parce qu'en fait, il faudra 20 ans avant que Clément passe de la chandelle à la chaise, si je puis dire. Il aura 7 enfants. Et on peut le suivre avec la naissance de ses enfants. Il se déclare toujours fabricant de chandelles. Et puis, à la fin, il se déclare marchand négociant tout court. Et la date, finalement, de 1867, on la retrouve parce qu'il va faire un emprunt auprès d'une banque de Bar-le-Duc, mais qui a une succursale à Neuchâtel. C'est la banque Houdin-Issy, enfin Gallois-Houdin-Issy. Et il emprunte 6 000 francs. Bon, ce n'est pas une somme énorme, mais il spécifie bien qu'il veut établir une fabrique de chaises. Donc là, on a une date précise. Ensuite, vous voyez, j'ai mis ces 3 enfants qui nous intéressent.
Arthur Henriot, 1847, et Alix Henriot. Alors vous voyez qu'entre les deux frères, comme il y a eu 7 enfants, il y avait un temps de différence entre les deux frères. Bon, vous verrez que ça n'est pas négligeable dans le développement de l'entreprise. Et en fait, les enfants ne vont pas tout de suite participer à l'entreprise. En fait, Arthur Henriot a une carrière d'instituteur, et on va le voir officier dans différents villages de la Haute-Marne. Et Alix Henriot fait une carrière militaire, il s'engage pendant 5 ans dans l'armée. Et c'est finalement à partir des années 1880 que là, les deux fils, enfin même 1890 pour Alix Henriot, que les deux fils rejoignent le père dans leur activité. Et ces deux fils font quand même des mariages assez intéressants. Arthur Henriot épouse Elisa Contenot, qui était déjà, le père était marchand de fer, donc on est déjà dans une petite bourgeoisie de l'Ifol. Et puis Alix Henriot épouse Juliette Molbon, qui était la fille du percepteur. Donc là, on est aussi dans une bourgeoisie, la petite bourgeoisie de l'Ifol. Les deux fils vont créer en fait 2 branches de fabrication propres, puisqu'on aura la maison Henriot-Cotenot et la maison Henriot-Molbon. Il y aura 2 unités de fabrication. Alix Henriot, lui, alors déjà Arthur Henriot, pardon, lui sera Grande Rue, donc tout près, là ce sera la maison familiale Henriot. Donc là c'est un atelier quand même assez vaste, avec une machine à vapeur en 1884. Et le père Clément réside aussi dans cette maison. Et jusqu'en 1890, il se déclare fabricant de sièges. Puis après, c'est ses fils donc, qui se déclarent tout seuls fabricants. Et Alix Henriot, lui, réside rue de l'Église, mais il va construire un atelier de fabrication en direction de la gare, ce qui n'est pas étonnant, puisque énormément de fabricants de l'Ifol vont créer des ateliers vers la rue de la Gare, hein, place de la Gare, avenue de la Gare, etc. Alors, on a donc la maison, vous voyez avec les en-têtes, on a donc la maison Clément Henriot au départ, la fabrique de sièges sculptés Henriot-Cotenot, et on a Richoux parce que leur sœur, Marie-Eugénie Henriot, s'est mariée avec un négociant de Dijon, Jean-Baptiste-Émile Richoux, qui à un moment donné s'associe avec les frères Henriot, et donc avec Arthur Henriot, et donc ça nous donne une 3e maison de fabrication, qui est donc Henriot, Cotenot et Richoux, parce que Richoux a son propre atelier, et il a emprunté de l'argent d'ailleurs à Clément Henriot pour fonder lui-même sa fabrique. Je crois qu'on peut passer à la suivante. Alors ensuite, les choses se compliquent un peu. Les années 1880, bon, c'est des années un peu difficiles à l'Ifol. Si on suit les rapports qui sont faits par le sous-préfet au préfet des Vosges, la situation industrielle, il y a un peu un problème de surproduction. Mais à partir des années 1890, là où les deux fils se lancent dans leur fabrication, là, on a un essor plus important. Et je vais aller vite parce qu'il ne faut pas que je traîne de trop sur cette période de fondation, mais en fait, Alix Henriot va très vite abandonner son atelier de l'Ifol, il part à Paris, donc on retrouve toujours ce lien avec le faubourg Saint-Antoine, et finalement, l'atelier d'Alix Henriot est repris par son frère, et donc on n'aura plus qu'une seule fabrique Henriot, mais avec 2 unités de production, celle de la Grande Rue et celle de la Gare. Et donc à la veille de la guerre, on a donc Henriot-Cotenot, toujours, mais Henriot-Molbon a disparu, et Alix Henriot est uniquement sculpteur, avec ses 2 fils. Et donc il n'y a plus d'atelier, il n'y a plus de branche Henriot-Molbon. Et on voit apparaître donc un 3e acteur, qui est donc le fils d'Arthur Henriot, Louis Henriot, qui donc succède à son père dans cette entreprise, donc à la veille de la guerre. Je pense qu'on peut avancer.
Et Alix, donc j'ai dit qu'il était uniquement sculpteur. Il a 2 fils, Marcel et André. Et vous voyez, j'ai retrouvé un encart publicitaire dans un journal de la Haute-Marne. Et là, c'est après la guerre même, donc il continue à être sculpteur après la guerre, puisque là, on voit création, bas-relief, ange offrant une palme au poilu mourant. Donc il a ce créneau, donc malheureusement, des articles funéraires, si je puis dire, hein, à la suite de la guerre. On peut passer à la suite. Alors, si on replace l'entreprise Henriot dans l'ensemble des entreprises à la veille de la guerre, enfin du moins début XXe siècle, là, pour ma thèse, j'avais fait un schéma des entreprises, donc on voit qu'il y a énormément d'entreprises à l'IFOL, mais beaucoup de petites entreprises hein, avec des ateliers de 25-30 personnes. Bon, il y a 2 entreprises beaucoup plus importantes, c'est celle de Buron-Aymar avec 80 salariés et Laval 79 salariés. Bailly, mais Bailly c'est un Saint-Ouen, hein, c'est la fameuse scierie qu'on vous a montrée tout à l'heure, hein, qui dépasse donc les 100 salariés. Pour Henriot, on a donc, vous voyez, dans moyen atelier, donc 11-49, Henriot se situe autour d'une vingtaine de salariés au début du XXe siècle. Ici, on a 2 photos du personnel, une en 1905, la seconde n'est pas datée. Alors, en 1905, là, on voit, on dépasse largement les 20, mais moi, j'ai jamais trouvé 20 dans les listes de recensement, donc il y a toujours des problèmes d'effectifs, enfin des problèmes, c'est pas des problèmes, mais des variantes dans les effectifs des entreprises. On peut avancer. Alors, premier bilan. Quelle stratégie a cette famille Clément-Henriot? Disons qu'elle s'inscrit dans ce courant, dans cet essor des fabriques de chaises, donc à partir de 1880-90 de l'IFOL Legrand. Là, on a la seule feuille, malheureusement, du catalogue Henriot. Alors, je ne sais pas si c'est le catalogue de Clément Henriot ou si c'est le... Enfin, logiquement, on devrait avoir Henriot Cotonneau ou Henriot Molbon. Enfin, Henriot Molbon, j'y crois pas trop parce que ça a duré très peu de temps. Mais on pourrait avoir un catalogue Henriot Cotonneau. Hein. Bon, là, c'est Henriot tout court, donc c'est peut-être effectivement le catalogue de Clément. Mais on n'a que la page des chaises. Hein. Mais si on zoome dessus, bon, c'est des chaises sculptées, hein, avec le canage. Donc tout ça, ça peut se faire à l'IFOL. Il n'y a pas... c'est une production qu'on peut faire entièrement à l'IFOL. Et ce que j'ai remarqué dans ma thèse, c'est que finalement, ces fabricants l'IFOLois, bon, bien sûr, ils vont être en forte sous-traitance avec le Faubourg Saint-Antoine, ça c'est clair, en envoyant des carcasses. Mais on voit que dans leur catalogue, ils proposent des produits finis. Or, le Faubourg Saint-Antoine ne voudra pas de produits finis. Donc, les produits finis, il va falloir les vendre ailleurs, ce qui explique que Clément Henriot participe pratiquement à toutes les expositions industrielles de la région, Chaumont, enfin, etc. Et là, il peut proposer ses produits finis. Donc, il y a quand même une double volonté de ces fabricants qui, bien sûr, répondent à une demande parisienne, qui, elle, recherche une main-d'œuvre moins chère que la main-d'œuvre parisienne, parce qu'il y a aussi ce facteur des salaires. Les ouvriers parisiens étaient bien trop chers, et donc l'ouvrier vosgien était bien moins payé que l'ouvrier parisien. Mais en même temps, on cherche aussi à développer sa propre fabrication. On peut avancer. Alors, il y a une deuxième période qui est beaucoup plus chaotique pour la famille Henriot, c'est qu'on s'aperçoit qu'au lendemain de la guerre, l'entreprise de Louis Henriot, en fait, ce n'est plus Louis Henriot qui la possède. C'est un négociant parisien qui s'appelle Galanter. Et comme vous voyez ici, les publicités, c'est une entreprise, bon, on retrouve des chaises, etc., mais qui propose beaucoup des fauteuils de bureau. Et donc là, en fait, Louis Henriot est directeur de l'usine, mais il n'en est plus le propriétaire. Donc il y a eu des difficultés de la famille. On a déjà vu Alix Henriot qui n'avait plus d'atelier. Et là, Louis Henriot qui n'a plus de centre de fabrication à lui. Et finalement, Louis Henriot quitte l'IFOL Legrand et on le retrouve à Lunéville parce que Louis Henriot a fait un mariage avec Hélène Henry, voilà. Hélène Henry, donc
La famille Henry, c'est des familles de maraîchers de Lunéville. Alors, il faut savoir qu'il y avait une activité de maraîchers à Lunéville très importante et que ces familles ont souvent fait fortune avec ce maraîchage. Alors, comment se fait-il que Louis Henriot se retrouve à Lunéville avec ce mariage? Ça reste un point d'interrogation. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'on retrouve dans la liste de recensement de 1926 Alix Henriot qui habite avec Louis Henriot à Lunéville chez les Henry. Alors je me dis que si Alix Henriot étant un sculpteur assez réputé, est-ce qu'il n'a pas travaillé à Lunéville comme sculpteur, sachant qu'on a beaucoup de maisons d'Art Nouveau qui se sont construites, et d'ailleurs la famille Henry possède quai de Célestat, une belle maison Art Nouveau, elle est classée encore actuellement dans le patrimoine de Lunéville. Donc c'est peut-être une hypothèse. Dans les années 30, avec les listes de recensement, on peut reconstituer les effectifs salariés. Donc bien sûr, la famille Henriot n'apparaît pas, puisqu'elle n'a plus de centre de production. Par contre, vous voyez les entreprises. Donc, la plus grande entreprise de l'entre-deux-guerres, c'est celle de Félix Buron. Alors, il y a plusieurs branches, Buron-Pougny, Buron-Aymard, et puis Félix Buron, puis il y a Buron-Laurent aussi. Il y a toutes des branches Buron qui sont, depuis les années 1860, même dans la fabrique de chaises à Liffol-le-Grand. Bien sûr, vous avez l'entreprise de Pierre Laval, avec Hippolyte Laval. Hippolyte Laval, ça commence les années 1890. Et donc, ça se poursuit après. Mais les effectifs des années 30 sont bien plus réduits que les effectifs du début du XXe siècle. Donc, il y a quand même la crise des années 30 qui est là et qui fait qu'on a un réseau d'entreprises quand même important, mais avec des effectifs salariés moindres. On peut avancer. Louis Henriot va revenir, donc à partir de 1931, on le revoit dans les listes de recensement de Liffol-le-Grand. Il reconstitue une entreprise dans la Grand-Rue, donc il reprend l'atelier de la Grand-Rue, avec très peu de salariés. Seulement, on sait quand même qu'en 1934, il y a une grève déjà chez Louis Henriot. On nous dit qu'il y a une quinzaine de salariés. Moi, dans les listes de recensement, j'en ai trouvé à peine 7 ou 8. Donc c'est vraiment une petite entreprise. Et cette entreprise est reprise ensuite par André Henriot, donc le fils de Louis. Et là, on voit l'entête de facture qui est pré-imprimée, donc 1904, donc c'est les années 40. Et effectivement, on voit dans les archives fiscales qu'André Henriot revient sans doute avec un fonds de commerce à partir de 1942 à Liffol-le-Grand. Donc la succession entre Louis et André se fait sans doute donc au début des années 1940. Yvonne Hans, l'épouse de André, appartient aussi à une famille d'industriels. Eugène Hans, c'est un fabricant de sièges qui est dans l'industrie, de la société Pierre Potier et Scie, qui est aussi une entreprise de l'entre-deux-guerres, avec Aimé Pierre, qui est un menuisier, et Louis Potier, qui est aussi un menuisier, ils s'associent. Ils ont d'autres associés, notamment Eugène Hans. Voilà, on peut avancer. Alors, il y a une branche que je n'ai pas étudiée parce que ce ne sera pas la branche Roitel et je n'ai pas les archives sous la main. Par contre, il faut quand même en dire un mot, c'est que André Henriot va créer ensuite sa propre branche de fabrication et il s'associe en 1954 avec Alain Pozzoli, qui est un négociant parisien. Et donc, ça donnera la branche Henriot-Pozzoli. Qui est assez linéaire, puisque Pierre ensuite va prendre la suite de son père André, et on peut retrouver encore une génération aujourd'hui avec Axel Henriot, épouse bourgeois, qui tient un atelier de tapisserie encore actuellement. On peut avancer. Mais la troisième étape, c'est après 1945, avec donc la création d'une entreprise Henriot et Scie. On reprend l'intitulé Henriot et Scie. Et donc elle est créée donc jusqu'en 45 et 54. André Henriot fait partie de cette entreprise avec 5 autres associés. Il y a Paul Barra qui est un menuisier de Liffol. Il y a Robert Collas qui est un sculpteur. Et tous les deux sont des anciens salariés de la fabrique Sylvestre et Scie, qui est aussi une entreprise de l'entre-deux-guerres. Il y a Robert Bonnat qui est un menuisier et Charles Rodrigue qui est un sculpteur
et qui travaillaient, eux, chez Félix Buron avant la guerre. Et il y a Paul Marc, qui est un associé. Alors, je suppose que peut-être il est affilié, mais je n'ai pas trouvé de lien direct, avec la famille Marc, qui est aussi une grande famille de fabricants de sièges, notamment au Tivoli. Et en 1947 arrive un personnage assez important pour l'entreprise, c'est Marcel Vido, qui est dessinateur, metteur au plan pour l'entreprise. Et son père, Adolphe Vido, travaillait déjà dans l'entreprise, dans une autre grande entreprise avant la guerre qui était Desgranges, Desgranges et Scie. Alors, Louis Henriot décède en 1953. André Henriot quitte l'entreprise en 1954. En 1954, ça devient l'entreprise Style et Confort. Le terme Henriot disparaît, mais finalement, il n'y a plus de Henriot en fait, dans la société. Il n'y a plus que... comment dirais-je, la branche Roitel, c'est-à-dire Léon Roitel qui avait épousé donc Louise Henriot, et Louise Henriot, j'ai mis Louis, hein, c'est Louise Henriot, qui était la fille d'Alix. Et en fait, Alix a marié donc sa fille avec sa dernière fille, hein, c'est la plus jeune, avec Léon Roitel, qui n'est pas du tout au départ dans le meuble, hein, parce que c'est un maçon hein, qui vient de la Meurthe-et-Moselle. Mais très vite, Alix, dans les années 30, le fait intégrer dans son atelier de sculpture. Il devient sculpteur. Et au lendemain de la guerre, c'est Léon Roitel qui s'associe avec André Henriot pour fonder Henriot et Scie. Et ensuite, André Henriot partant, c'est Léon Roitel qui continue avec cette société Style et Confort. Et donc le terme Henriot disparaît de cette entreprise. Et Léon Roitel a donc 3 fils, Pierre, Bernard et Jacques, qui vont intégrer aussi l'entreprise. Voilà. Alors là, vous avez, avec la fondation de Style et Confort, la création d'une nouvelle entreprise. Hein, celle de la Grand-Rue va être abandonnée, ce qu'on appelait l'usine du Haut. Et Léon Roitel entreprend la construction de l'usine du Bas, hein, route de Chaumont, qui existe encore aujourd'hui, et qui est donc la grande entreprise de Style et Confort. Voilà, on peut avancer. Et là, en termes de stratégie, on est dans une production surtout de produits bruts. Hein. Si je reprends l'expression d'Alain Boucher que j'ai pu interroger, il dit on produisait que de la carcasse. Donc effectivement, la carcasse, c'est des chaises, des canapés, des lits, puisque quand on parle de sièges, hein, les lits en font partie. Le lit étant un grand siège en quelque sorte. Hein. Et le seul travail supplémentaire, c'est le canage. Donc on emploie effectivement énormément de canneuses à domicile pour faire ce travail-là. Et là, on alimente le faubourg Saint-Antoine, enfin la région parisienne, pas forcément le faubourg Saint-Antoine, mais les grands négociants de Paris. On crée un réseau de commerciaux. Et donc là, on est... vraiment dans une sous-traitance importante avec Paris. Mais le fils de Léon Roitel, Pierre Roitel, qui devient gérant avec Max Rosier à partir de 1972, ça marque une nouvelle étape. Parce que c'est à partir de là qu'ils vont décider de faire des produits finis. Et donc ils créent un atelier de tapisserie, un atelier de vernissage, de laquage, etc. Et là, on peut aboutir à des productions, vous pouvez passer ça, à des productions finies. Vous pouvez encore en passer une, puis on reviendra là-dessus. Donc là, c'est les catalogues des années 70, Style et Confort, de Pierre Roitel. Voilà. Donc là, on voit des chaises garnies, entièrement finies, et on voit des ensembles mobiliers de l'époque. Alors bien sûr, on continue à faire la copie de style ancien. Hein. On reste fidèle aux différents styles voilà, de la chaise, donc le style Louis XV, Louis XVI, Napoléon III, enfin, etc. Empire, etc. On peut revenir avant, s'il vous plaît, avec le graphique. Avec les archives de l'entreprise, on peut voir les embauches. Donc on voit la progression de l'entreprise Style et Confort. On embauche de plus en plus dans les années 50. Hein. Bon, si on cumule tout, en fait, entre 1945 et 1976, l'entreprise a employé 467 personnes. Bon,
d'après le dépouillement que j'ai fait, hein, il y a sans doute peut-être des oublis, on n'a pas forcément toute la documentation. Ce qui explique, à côté, vous avez le nombre de salariés, le tableau, c'est qu'on va arriver autour des années 75, sans doute à 300 salariés sur le site de l'EFOL, puisque dans certains articles de presse, on dit parfois 400 salariés à Style et Confort, 500 salariés à Style et Confort, mais comme il y a une unité de menuiserie à Saint-Ouen-les-Parets avec la SASOP, et qu'on a aussi créé une unité aux Forges Sainte-Marie en Haute-Marne, peut-être qu'en cumulant, on arrive effectivement à ce chiffre-là. On peut passer. Ici, en 77, hein, voilà, il y a une étude assez précise de l'IFOL Legrand, et on précise que Style et Confort, c'est l'entreprise donc, qui emploie le plus de personnes, et qui est largement donc, au-dessus de la moyenne des entreprises de l'époque. Avec 56 personnes, on est largement au-dessus, bien évidemment. Je passe parce qu'il faut que j'aborde la dernière étape. À partir des années 80, l'entreprise est en grande difficulté, c'est-à-dire que le système, la stratégie qui est de produire soit de la carcasse, soit du produit fini avec un réseau de représentants en France ne fonctionne plus. On vend beaucoup moins, on est concurrencé soit par des productions européennes ou asiatiques. Et puis, il y a des modes aussi qui sont passés avec un siège de style qui ne convient pas forcément. Et donc, on accumule les stocks. Pierre Wattel continue à produire, mais il ne peut pas vendre tout ce qu'il produit, donc il stocke beaucoup, il accumule les stocks. Et l'entreprise se trouve en grande difficulté. Et donc, on arrive à la dernière étape. On va passer parce que voilà. C'est l'étape de Dominique Roitel, donc l'étape actuelle, qui est un changement de stratégie assez radical, même si, bon, je n'ai pas le temps de détailler là, chez Pierre Wattel, on avait déjà une réflexion quand même pour faire évoluer l'entreprise, mais peut-être qu'il ne l'a pas fait, c'est resté au stade de la réflexion, mais en tout cas, c'est Dominique Roitel qui passe le cap, oui. Alors, je vous ai mis quelques phrases qui permettent de résumer un peu la stratégie de cet entrepreneur, c'est-à-dire qu'il met fin radicalement à la production de copies, de séries. La production sera une production sur commande, sur mesure, et on s'oriente de plus en plus vers du haut de gamme, de plus en plus. Donc c'est une stratégie de niche. Dominique Roitel dit, voilà, mon père c'était plutôt business to business, c'est-à-dire qu'on avait une entreprise en lien avec des négociants qui eux-mêmes sont en lien avec des magasins et le consommateur, et finalement Henriot n'était pas jamais en relation directe avec les consommateurs, alors que Dominique Roitel, lui, s'oriente sur un segment très étroit, qui est le haut de gamme, mais il est en lien direct avec ses clients, qui vont être des hôtels, des restaurants, etc. Et il va diversifier donc les produits de haut de gamme, et donc on ne fait plus des copies uniquement Louis XV, Louis XVI, etc., mais on fait appel à des designers qui vont créer eux-mêmes des nouveaux produits. Et donc là, on s'oriente sur un marché beaucoup plus étroit, beaucoup plus sélectif. Alors on avance. Et en 2022, il y a une étape supplémentaire, c'est que la manufacture Henriot se retrouve insérée dans ce qu'on appelle le groupe Dominique Roitel, avec la manufacture Henriot que j'ai mis au centre, un atelier d'ébénisterie parisien qui a été racheté, qui s'appelle DCD, et puis deux enseignes commerciales qui sont Louis Roitel et Monaco Home Collection. Et les deux enseignes permettent de faire connaître les produits, et même le client peut même transformer le produit du designer en changeant les couleurs, etc. C'est-à-dire que le client devient lui-même concepteur en quelque sorte de son produit. Dominique Roitel insère aussi son entreprise dans tout un réseau de promotion. Alors, Mindine Grand Est, c'était avant le PLAB, le syndicat d'ameublement, là. Terre de Luxe, c'est qui regroupe des manufactures vosgiennes ou lorraines. Vous avez Debuyer, vous avez Garnier-Thiebaud dans le textile, enfin, etc. C'est la promotion vraiment du luxe vosgien ou lorrain. Et puis, il bénéficie aussi de l'IGP, l'indicateur géographique là, qui protège donc la marque de siège l'IFOL. Et puis entreprise du patrimoine vivant, c'est encore un autre réseau de promotion des entreprises. Parce que quand on est dans un secteur de segment, il faut
véritablement peaufiner l'identité de l'entreprise. Il ne faut pas que l'entreprise soit noyée dans un réseau d'entreprises. Il faut vraiment qu'elle crée son image, et une image vraiment forte. D'où tout ce panel de promotion autour de la manufacture Henriot, avec le lien historique. Voilà. Je crois que j'ai fini. Je vais conclure juste. Je ne sais plus si j'avais mis... Alors ça, on peut passer. Ça, c'est les références. Si on peut juste arrêter. Ça, c'est les références de tous les hôtels parisiens et restaurants pour lesquels Dominique Croitel a travaillé. Hein, bon, c'est tous des palaces, des restaurants haut de gamme, etc. On peut avancer. Là, c'est aussi pour le Sénat. Ils ont fait la réflexion aussi des fauteuils de l'Opéra de Paris. Et puis on peut avancer. Et là aussi, bien sûr, à l'étranger, hein, les palaces, les restaurants aux États-Unis, au Qatar. Là, vous avez Los Angeles, Marrakech, donc au Maroc. Voilà. Et les designers, donc vous en avez Alberto Pinto, bon, qui est décédé depuis maintenant, c'est sa sœur Linda, Jacques Garcia, Jean-Philippe, et vous voyez que chaque designer propose des produits spécifiques, mais ensuite le client lui-même peut les modifier, la couleur, voilà. Et ça, c'est toute la gamme de chaises, donc on retrouve le style classique, mais un style classique qui est retravaillé aussi avec des couleurs, avec des tapisseries différentes, etc. Là, ça, on peut passer, c'est des statistiques. Là, c'est l'état des entreprises à l'IFOL actuellement. Donc, style et confort, et l'entreprise qui a encore le plus de salariés, à peu près une cinquantaine de salariés, plus une dizaine d'apprentis. Voilà, alors la conclusion, c'est que finalement, globalement, on a 4 étapes. L'étape Clément Riot et ses 2 fils, qui est une étape, disons, classique d'un entrepreneur qui se place dans un essor industriel régional et national avec le faubourg parisien. Une deuxième étape beaucoup plus chaotique, et donc on voit que l'histoire d'une entreprise, elle n'est pas linéaire, même si dans la promotion d'une entreprise, souvent, ces moments chaotiques sont effacés. Et puis, la phase vraiment importante, c'est style et confort, très 30 glorieux, je dirais, avec une production massive, mais dont la stratégie, finalement, a très vite ses limites, au bout de 30 ans. Et puis, finalement, une dimension vers cette stratégie de niche, de haut de gamme, qu'on retrouve dans d'autres secteurs, par exemple dans les Vosges, pour l'industrie textile, on a aussi cette orientation vers le haut de gamme. Voilà, j'ai dépassé, mais je vous remercie pour votre attention.